Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à suivre le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui, c'est Hélène Tassas. Alors Hélène, c'est la fondatrice de My Job Affair, qui guide les femmes ambitieuses à passer à l'action pour réaliser des projets qui les inspirent vraiment. Hélène, c'est la version féminine de Tony Robbins. On a un concentré d'énergie, de motivation, de professionnalisme et en plus, elle nous fait rêver avec ses voyages aux quatre coins du monde puisqu'elle est aussi digital nomade. Donc on a des voyages, du dev perso et suivre ses rêves. Que demander de plus? Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, comment elle a développé plusieurs transformations pour arriver à vivre sa meilleure vie. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors déjà, je vais commencer par ma première question. Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Hello Fanny, écoute, merci à toi de m'avoir accueillie sur le podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, tout va très bien. Il fait beau à Paris, c'est magnifique. Ok, donc exceptionnellement, tu es à Paris parce qu'en réalité, on te voit dans des petits paysages paradisiaques à chaque fois. Donc, là, actuellement à Paris. Donc, tu as amené le beau temps avec toi. Exactement, apparemment, j'ai même ramené la canicule puisqu'il nous attend. Mais c'est vrai que là, je suis juste de passage quelques jours. J'essaie toujours de rentrer tous les 1 à 3 mois pour voir ma famille et mes amis. Et du coup, on est sur cette petite période de temps exactement aujourd'hui. Ok, super. Alors Hélène, tu es la fondatrice de My Job Affair qui guide les femmes ambitieuses à passer à l'action pour réaliser les projets qui les inspirent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux décrire un petit peu quelle est ton activité professionnelle pour le coup? Yes, tout à fait. Donc, My Job Affair est née en janvier 2019, donc ça va faire 3 ans maintenant. Elle est née vraiment d'une volonté justement de pouvoir aider les femmes à oser tout simplement aller au-delà de leur peur, aller au-delà du discours qu'elles pouvaient aussi entendre dans leur entourage ou même sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont une très forte influence. Et le but, il est juste de leur dire que tout est possible en fait et qu'il suffit juste de s'en donner les moyens et d'accepter les conséquences de ces actions. Mais une fois qu'on est passé au-delà de toutes ces choses-là, finalement, on peut vraiment vivre une vie qui est alignée avec ce qui nous inspire, même si c'est complètement what the fuck, même si ça sort complètement du cadre et des dictates de notre société. Finalement, il n'y a aucune barrière à se mettre. Il faut juste oser y aller. Ok, d'accord. Et alors, du coup, cette vie que tu appelles la vie what the fuck ou ta meilleure vie, elle ressemble à quoi pour toi dans ton cas, en fait? Alors moi, dans mon cas, elle consiste à tout simplement mettre la liberté au centre, tout simplement, de tout ce que je vais faire dans mon quotidien. Donc, elle va toucher ma liberté de manger quand j'ai envie, de travailler quand j'ai envie, de m'amuser quand j'en ai envie aussi. Moi, j'ai une grosse valeur autour de l'enthousiasme et c'est vrai que je fais que des trucs qui me font kiffer. Donc, j'ai aussi un gros focus sur le temps. Pour moi, le temps, j'ai un peu un rapport obsessionnel avec ça. J'ai envie que chaque jour, en fait, mérite vraiment d'être vécu. Et donc, c'est important de mettre dans chaque journée, justement, du kiff, de l'enthousiasme et de se sentir tout simplement libre d'utiliser son temps comme on le veut. Je pense qu'on est dans une société où l'emploi du temps est quelque chose de très figé, où on se sent en général coincé à l'intérieur, alors que pour moi, une journée devrait être organisée vraiment comme tu as envie de l'organiser tout simplement et donc sortir de ce carcan-là, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment la valeur de liberté, flexibilité de temps, liberté géographique, j'imagine aussi. Donc, ça fait comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu es un petit peu aux quatre coins du monde. Donc, où est-ce que tu vis? Je ne vis plus nulle part, Okay. mais ça me va bien. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si j'ai envie de changer demain, c'est aussi possible. Donc, c'est là aussi où la liberté rentre en ligne de compte. C'est que tout peut renaître dès demain, en fait. Et du coup, c'est vrai que depuis juillet 2020, donc ça va faire 2 ans maintenant, juillet 2020, du coup, je voyage où j'en ai envie. Moi, je suis méditerranéenne, je suis franco-grecque d'origine. Et donc, c'est vrai que je suis en gros entre les Canaries et Dubaï pour pas avoir trop de décalage horaire aussi avec la France. Parce que du coup, la majorité de mes clients, quand même, sont en Europe. Et donc, c'était
et aussi pour des raisons de praticité, de pouvoir… je ne suis pas très bonne en calcul. Moi, dès qu'il y a plus de 2 heures de décalage horaire, je rate des rendez-vous et ça saute. Donc, comme on se connaît, on s'organise. Et donc, du coup, ça m'allait bien de passer l'été, plutôt l'hiver en été et finalement d'avoir comme ça 2 années avec une température optimale qui me donne du peps avec la mer à côté, qui est vraiment un élément qui me donne de l'énergie aussi. Et donc, du coup, optimiser juste mon lifestyle avec mon entreprise parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus naturel d'avoir un business finalement qui sert ton style de vie et surtout pas l'inverse en fait. Sinon, tu retombes juste dans du salariat et c'est un peu triste finalement. Ok, d'accord. Et donc, du coup, comment cette idée ou comment ça s'est créé en fait cette vie-là? Est-ce que c'était quelque chose dont tu rêvais petite? Est-ce que tu rêvais d'être aux 4 coins du monde comme ça, avoir un peu ce déracinement et voguer un petit peu au gré des envies? Ou est-ce que ça s'est vraiment construit petit à petit? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un papa qui bossait à la communauté européenne et qui a toujours beaucoup voyagé. J'ai une maman qui adorait aussi les voyages, qui était prof de français, mais qui, tous les étés, m'emmenait aux 4 coins du monde aussi. Donc, je pense que le voyage fait définitivement partie des racines. Après, jusqu'à mes 30 ans, j'avais juste fait un Erasmus à Madrid, tu vois, pour te dire. Donc, je partais un peu Ok, en vacances comme les gens normaux, mais sinon, je ne vivais pas du tout à l'étranger. J'avais une sœur aussi qui était expat. Donc, tout le monde, en gros, voyageait sauf moi. Et en fait, ce qui s'est ok. passé, c'est que ouais, tu vois, j'étais un peu le dernier petit membre de la famille à pas trop bouger. Et au final, après le premier confinement, du coup, donc mai 2020, j'ai eu une relation amoureuse qui s'est terminée. Et je me suis dit, mais en Mhm. fait, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu le soleil. Pourquoi, alors que je peux travailler de partout, je reste à Paris, qui clairement avait perdu son âme après le premier confinement. Hein. Il y avait plus de café, plus de théâtre, plus de cinéma. Enfin, je veux dire, rester à Paris, c'était vraiment juste plus Paris. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je restais finalement pour mon couple. Mais finalement, s'il n'y a plus de couple, bah, pourquoi rester? Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé avec 10 jours en Corse, un mois en Crète, et puis à chaque fois c'était trop court. Donc je me suis dit, ok, il faut que je continue. À chaque fois je Ok. rentrais à Paris, mais c'était toujours trop court. Donc au final, après, je suis restée 4 mois aux Canaries, et puis voilà, ça a continué comme ça. Et depuis 2 ans, du coup, il y a juste des petits sauts de puce régulièrement à Paris pour que je puisse voir ma petite nièce Mhm. qui a 4 ans aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de la voir grandir, et j'ai surtout pas envie de faire partie de ces gens qui coupent complètement les ponts avec toutes les personnes avec qui ils ont créé des liens pendant des années. Mes amis et ma famille sont hyper importants pour moi, donc voilà, je fais toujours attention de rentrer régulièrement. Mais pour autant, j'ai envie que dans mon quotidien, je puisse vraiment profiter d'une autre météo, d'un autre climat, d'une autre typologie de personnes aussi. Et donc, du coup, le voyage est top pour ça. Ok, et du coup, donc, si je comprends bien, ça a été un petit peu des voyages, en fait, plic-ploc comme ça, où tu t'es dit à un moment donné, ben, je vais profiter. Et ça s'est transformé en ben, vivre un petit peu à droite à gauche. Mais tu n'as pas un point de chute réel ou tu vois, un engagement style, ben, je sais pas, tu as un appartement aux Canaries et tu pars. Non, non, c'est vraiment à chaque fois, tu pars avec ta valise, tu sais pas où tu vas et en avant l'aventure, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, Ok, statistiquement, il y a quand même un triangle d'or qui est entre du coup Paris, les Canaries et la Grèce. Mais tu vois, là, j'étais 1 mois en Andalousie et du coup, à chaque fois, il faut retrouver où est-ce que tu vas aller faire ton sport, tes activités, où est-ce que tu vas aller faire tes ouais. courses. Tu vois, ça a l'air basique, mais du coup, c'est recréer une mini-vie à chaque fois dans un nouveau cadre. Et du coup, ouais, le challenge est toujours assez rigolo. Ouais. Ok, excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été tout ton parcours depuis l'enfance, par exemple, pour justement essayer de comprendre. Donc, tu as partagé cet élément où quelque part le voyage faisait déjà partie de ton enfance et comment, en fait, petit à petit, tu as fait ta vie pour qu'elle t'amène aujourd'hui à ta meilleure vie qui ressemble à ça, en fait. Yes. Je pense que déjà, j'étais une enfant un peu atypique. Ok, Je n'avais pas beaucoup d'amis, tu vois, déjà en primaire. Donc, j'ai passé énormément de temps à observer juste les jeux de pouvoir dans les cours de récré, à regarder qui ok. était le petit chef, comment tu faisais pour driver un groupe, pour qu'ils viennent jouer avec toi, etc. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de récré à regarder tout ça. Bien sûr, ça me rendait malheureuse parce que du coup, je voyais que moi, j'avais pas beaucoup d'amis Mhm. et au final, je restais un peu sur le banc de touche. Mais du coup, je pense que ça a été ma première école de coaching, d'arriver déjà à observer en fait les jeux de leadership entre les gens, de voir qu'est-ce Ok. qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et puis finalement, en grandissant, j'avais créé mon premier projet entrepreneurial à 10 ans, qui était un journal. Ok, ça commençait tôt. Donc voilà, j'avais créé un journal que je vendais à toute ma famille, j'avais créé des offres d'abonnement, je dessinais des BD à l'intérieur, enfin tu vois, genre je m'éclatais. Excellent.
Excellent. Je l'envoyais en Grèce, du coup, aussi à ma famille. Enfin bref, j'avais fait ma petite offre des familles. À côté de ça, je dessinais aussi parce que j'étais sûre que j'allais devenir designer. Donc, je dessinais des meubles, des vases. Enfin bref, j'ai dessiné plein de Ok, trucs. Donc, forcément, après, je suis partie en art plastique. Donc, j'ai fait un bac L art plastique ok. pour le grand désespoir de mon père qui s'est dit, mais en fait, tu veux juste être au chômage. Enfin, tu vois, c'est quoi le délire? Et moi, j'étais là, genre, t'inquiète, je vais gérer. T'inquiète pas, respire, tout va bien se passer. Et en fait, bah, je me disais, mais comment je vais faire de fait pour après rebondir là-dessus, tu vois, parce qu'objectivement, j'avais pas énormément de talent en dessin. Et Mhm. contrairement à tous mes petits potes qui allaient dans des écoles de mode et de design, etc., moi, c'était pas du tout le projet. Mais mes profs m'avaient dit, bah, écoute, vu que tu as de la créativité, essaye juste de bosser avec des gens qui vont faire mieux que toi tes idées. Donc, en gros, tu auras juste à leur Ok, partager tes idées. Et puis, voilà, je dis, c'est quoi ce truc? Il me dit, ça s'appelle le marketing. Je dis, écoute, moi, je connais pas, mais ok, vas-y, Bamos, on est parti. Et donc, c'est comme ça que j'ai ok. commencé à m'intéresser à ça. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé dans ce process de non, mais c'est pas possible vu ton profil, qui est très connu en France, où, en fait, il faut que tu rentres dans des cases. Mhm. Et si tu n'as pas fait le bon profil par rapport à un diplôme, du coup, tu ne peux pas rentrer dans la dite formation. Et donc, quand on Mhm. m'a dit, bah, bac L art plastique, ça rentre pas en école de commerce, j'ai dit, bon, bah, ok, on va un peu pousser les murs, mais ça va rentrer. Ok, Et donc, et c'est là où j'ai commencé vraiment à devenir addict à plus tu me dis que c'est impossible et plus en fait, bah, je vais y aller. Et donc, de fait, on était deux à avoir fait art plastique sur 120 élèves, tu vois, donc c'était n'importe quoi. Tous mes profs me disaient, mais vous êtes perdue, mademoiselle, il faut sortir de l'amphi, tu vois, vous n'avez rien à faire là. ok. Et finalement, bah, finalement, c'est passé, tu vois. Donc, tu te rends compte qu'en travaillant 2 fois plus que les autres, bah, finalement, tu peux arriver à reprendre le niveau que tu n'avais pas à la base et tu deviens addict, en fait, à cette force de travail, au fait que bah, Mhm. finalement, oui, juste en bossant, tu peux avoir des résultats. À côté de ça, en plus, à l'époque, je bossais, j'étais hôtesse et après chef hôtesse au Parc des Princes et au Stade de France. Donc pendant 7 ans, je bossais tous les Ok. week-ends et régulièrement aussi en soirée pour accueillir la famille des joueurs, etc. Donc c'est des amplitudes horaires. Tu commences à 16h, tu finis à 2h du matin. Donc tu vas pas en soirée étudiante. Tu profites pas de tes week-ends avec tes potes, tu vois. Ok. Clairement, tu bosses juste tout le temps. Et puis à chaque fois, pour faire des stages en plus de fin d'année. Donc, normalement, Mhm. 5 ans d'études, 5 stages. Moi, j'ai acheté des conventions pour en faire 9 parce que je voulais vraiment être sûre de ce que je voulais faire plus tard. Ok, d'accord. Et tu vois, cette force de travail qui est assez incroyable comparée à une autre personne, ça, tu vois, d'après ce que tu dis, c'est vraiment bien au-delà de la moyenne. Tu le mets sur quoi, en fait? C'est vraiment ton caractère qui est comme ça ou c'est quelque chose que tu as développé? Parce qu'a priori, est-ce que, tu vois, ce besoin de travailler, c'était un besoin vital parce que sinon, bah, tu n'avais pas à manger ou c'était quelque chose où tu as dit non, en fait, je kiffe ça, donc je vais le faire ça, mais à fond, quoi. Je pense que j'ai toujours eu ce truc de. C'est hors de question que je passe à côté des projets qui ont du sens pour moi. C'est hors de Ok, question que je fasse un truc, comment dire, une espèce de voie de garage, un peu de zone de confort. Et donc, je me suis juste rendu compte que, bah ouais, en fait, si tu veux avoir des résultats hauts, il faut avoir des actions qui sont cohérentes avec ces standards-là. Et alors après, par rapport à l'argent, bah, c'est vrai que moi, je venais d'une famille donc avec parents divorcés. Donc, mhm. j'ai mon papa qui était parti quand j'avais 3 ans. Et donc, j'étais un peu dans ce truc de girls power. Il y avait ma maman, ma soeur et moi. Et en fait, Ok. en gros, c'était bah, les mecs ne servent pas à grand-chose. Nous, on peut arriver à gérer toute seule, tu vois. Ouais. On n'a pas besoin d'eux. Et donc, ma maman, bah, le jour où je lui ai dit, bah, tu me passes des sous pour acheter des trucs, elle m'a dit, bah, travaille, tu vois. Et donc, j'étais là, genre, ah, ok. En fait, tu es capable de travailler, tu as 16 ans légalement, tu peux travailler. Donc, vas-y, bah, va au Stade de France et fais des missions, et puis tu verras bien Ok. combien tu gagnes, et après, tu t'achèteras tout ce que tu veux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en gros c'était ça. Bah, typiquement, oui, je voyais que. Donc, moi, je voulais absolument bosser dans le luxe. J'ai bossé Ok. 7 ans en marketing du luxe, mais du coup, j'avais fait 2 ans de cours de chinois en parallèle de mes stages, en cours du Ok. soir, pour être sûr de pouvoir trouver plus facilement aussi un job là-bas. Donc, en gros, c'était toujours le truc de OK, bah, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour aller vers cet Mhm. objectif que j'ai. Et je le fais en fait, juste je mets mon cerveau sur off et juste je bombarde quoi. Ok. Donc à chaque fois que je trouvais des gens qui me donnaient des tips, tu vois, des mentors, etc., juste je suivais leurs conseils et je me disais, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas s'ils m'ont donné la recette magique en fait. Donc, donc ouais, tu fais pas trop Ok. gaffe en fait au nombre d'heures que tu bosses juste avant. Ok. Et est-ce que du coup, tu es allé travailler en Chine ou pas du tout? Alors du coup, ça s'est fait beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Ok. À la base, ouais, en fait, j'ai eu une belle proposition chez Nina Ricci Parfum à Paris à ce moment-là, au moment où je devais partir pour la Chine. Et donc, j'ai accepté l'offre à Paris. Mais par contre, 5 ans après,
J'ai bossé de fait en cosmétique, je bossais en B2B, j'ai développé des packaging cosmétiques pour toutes les marques de cosmétiques dans le monde. Et là, par contre, j'étais régulièrement en Chine dans les usines. Et donc, ouais, ça sert toujours d'avoir quelques bases en chinois. Ok, donc là, tu étais aux études, en fait, donc tu as fait des études de marketing en école de commerce, en gros. Exact. Et ensuite, Yes. tu es à fond, c'est-à-dire que voilà, tu travailles dans le luxe, c'était ça ton objectif. Et du coup, tu le fais à Donf. Et euh, qu'est-ce que tu as retiré de ces années où tu as travaillé finalement en salariat? Donc, j'imagine que là, du coup, ton papa était très content. Il s'est dit, ouf, bac L a servi à quelque chose. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée en école de commerce avec son bac L. Bravo, Hélène. Et, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris du salariat et de cette période-là? Alors, je pense que le salariat, c'est une super école déjà pour apprendre tout ce qui est ne serait-ce que process, comment fonctionne une entreprise, quels sont les départements qui sont indispensables. Ça, si tu veux créer ta boîte un jour, je pense que c'est bien de l'avoir comme base. Et d'ailleurs, je le vois régulièrement sur des entrepreneurs qui sont très jeunes, qui se lancent. On sent que en background, tu vois, si tu grattes un peu, il n'y a pas trop de structure et que c'est un peu le sbeul. Je pense que le fait d'avoir été et tu es dans le salariat, bon, voilà, tu comprends l'importance de chaque département et comment ils doivent travailler entre eux. Donc, c'est bien d'avoir différentes structures. Moi, j'ai aussi bien travaillé dans des startups que dans des grands groupes et les deux t'enrichissent énormément. Je pense que c'est génial aussi d'un point de vue management parce que moi, j'ai eu très, très peu de managers inspirants. Et du coup, aujourd'hui, enseigner, entre guillemets, le leadership, bah, c'est facile pour moi parce qu'il suffit juste de faire l'inverse que la merde que j'ai bouffée pendant des années. Tu vois, c'est assez simple finalement. En fait, j'ai eu que des mauvais exemples. Donc, du coup, il suffit juste de faire le contraire et tu as quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est assez simple aussi à ce niveau-là. Et puis, ne serait-ce que juste la culture du luxe est juste incroyable parce que tous les curseurs sont au maximum. L'expérience client est juste poussée à l'extrême. Et en fait, l'excellence n'est pas un choix, c'est juste le standard. Et donc, quand tu veux lancer une entreprise, pour moi, qui est pérenne, à fortiori dans le coaching, bah, l'expérience client, elle rentre pleinement en ligne de compte. Moi, je considère vraiment que mes coachés sont pas des clients, mais sont des gens dont je suis la partenaire de vie aujourd'hui et je dois être là dans les moments importants pour eux. Et c'est vrai que du coup, bah, ça conditionne l'expérience client que tu as envie de proposer en interne. Et pour moi, voilà, le luxe m'a énormément aidé là-dessus, à toujours me dire comment on peut aller plus haut, en fait, en termes d'offres, en termes de souvenirs qu'on va créer avec les gens avec qui on travaille. Et ça vient vraiment de cette industrie-là, je pense. Donc, ouais, je suis ravie d'avoir bossé dans le luxe pour ça. Et tu as travaillé du coup combien de temps dans cet environnement-là? Du coup, j'ai travaillé 7 ans dans le luxe. J'ai commencé en Ok, parfumerie. Je suis allée dans l'épicerie fine après, dans l'univers du thé et des grands crus. Et ensuite, j'ai fini en cosmétique. ok. Vas-y, fais-nous rêver, c'est quoi les marques? Du coup, donc Inarichi Parfum pour les parfums au Ouais. tout début. J'étais sur les Champs-Élysées. Après, donc Palais d'été. Donc, Oui, ok, ouais, Palais d'été que ouais, tu connais sûrement. Ouais. ouais. Après, j'ai J'adore. bossé pour Georges. Voilà. J'ai bossé ensuite pour Georges Cannon. Donc, là, c'est aussi du thé, mais c'est en marque blanche. Donc, des grandes marques qui, du jour au Mhm. lendemain, lancent des marques de thé qu'on ne citera pas, mais beaucoup qui ont des boutiques sur les Champs-Élysées, qui ne connaissent du Ok. coup rien en thé, mais qui, du coup, vont venir s'approvisionner en marque blanche chez nous. Donc, je faisais des briefs pour toutes ces marques d'épicerie fine haut de gamme tout le temps. Et après, B2B à la fin, pour la cosmétique, je bossais pour tout le monde. Donc, c'était la marque de Ouais. Jessica Alba à Los Angeles, et c'était l'odeur à Manhattan, Boticario do Brasil pour le Latam, enfin vraiment tout le monde Ok. quoi. Excellent. Et donc ça, et tu as voyagé où du coup dans le cadre de ces 7 années dans le luxe? Essentiellement sur des spots où on avait des salons ou des clients, donc ça va être aussi Ok. bien les States, Taïwan, la Chine, Monaco, l'Italie, l'Espagne pour aller voir des clients aussi. Donc voilà, c'était vraiment worldwide à ce niveau-là. Donc sur le papier, c'était le job parfait que toutes les nanas Ouais. auraient rêvé d'avoir, tu vois. Mais il y a un moment donné où tu te rends compte que la planète n'a peut-être pas besoin d'un nouveau Roland effet froid, tu vois, et que tu as peut-être envie de faire d'autres choses. Donc justement, j'allais te demander, parce que c'est vrai que voilà, sur le papier, sur le genre de job où tu dis, tu voyages, en plus tu es dans le luxe, donc tu es vraiment, tu sais, dans tout l'étalage de la richesse, en tout cas des signes de richesse. Donc ça fait, entre guillemets, rêver, c'est bling. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi qui fait qu'à un moment donné, ça ne te convient plus? Quels ont été les shifts, que ce soit, tu vois, personnel dans le sens émotionnel, mais aussi les shifts de mindset, enfin voilà, qu'est-ce qui a bloqué à un moment donné pour toi? Yes. Déjà, la première chose, c'est que pour avoir un job en marketing à Paris, dans le luxe, tu as une concurrence qui est juste
incroyable. C'est-à-dire que toutes les nanas qui sortent d'école de commerce, elles veulent faire ça. Et le problème, c'est que les départements dans le luxe sont très petits. Si tu as 10 personnes, c'est vraiment le bout du monde, même sur des très, très grosses marques. Donc, autant te dire que tu pries juste pour qu'il y ait un congé mat qui tombe et que tu puisses prendre la place de quelqu'un. Je te jure, je pense qu'il y a des gens qui font des petites poupées vaudou pour que les gens partent en congé mat. Ok. Et donc, du coup, moi, sachant que j'avais en plus mon bac L derrière moi, qui n'était clairement pas la voie royale pour ce genre de truc, je me suis dit, OK, déjà, tu démarres un peu avec une jambe en bois, quoi. Donc, il va falloir que tu te renforces avec des armes qu'on ne t'apprend pas en école de commerce. Et en fait, c'est pour ça que vers 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la PNL, aux neurosciences, à comment optimiser sa communication. Et c'est devenu quelque chose vraiment, pour moi, un univers juste passionnant parce que quand tu rentres dedans, tu découvres du coup des nouveaux outils et tu as toujours envie d'aller plus loin. Et du coup, j'ai passé plus de 150 entretiens comme ça pour du beurre, juste pour crash tester tout ce que je lisais et voir finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Wow. Ça a commencé comme ça. Ok. Ok, ça donc, en fait. Ça en fait, tu as toutes les études de cas possibles et inimaginables du coup qui t'arrivent. Et puis à partir de là, tu n'as plus qu'à choper ce qui fonctionne le mieux, quoi. En gros, c'est un peu ça le délire. Et donc, tu vois, quand tu dis 150, ça paraît vraiment un nombre incroyable. Et comment ça se passe émotionnellement, tu vois, parce que c'est quand même 150 rejets, quoi, en gros, ou 149. Donc, comment tu fais pour prendre ça, émotionnellement te dire, ben voilà, ça fait quand même toujours mal, tu vois, c'est jamais agréable de te dire, ben en fait, non, tu n'es pas la personne choisie. Et comment tu fais pour te dire, ben non, en fait, j'avance et ça va aller, tu vois, parce qu'au bout de 149, tu vois, tu peux dire, bon, ben j'arrête, quoi, ça, tu vois, ce truc-là, c'est pas pour moi. Alors, Dieu merci, j'ai pas eu 150 ni 149 rejets. Il y avait des postes où j'en avais rien à faire et j'étais acceptée en fait. Et c'est moi qui disais non après coup. Donc, heureusement pour moi, ça a duré quand même 3 ans en gros ce process d'entretien. Mais en gros, à chaque entretien, je notais en fait qu'est-ce que j'avais mis en place pour que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y avait des questions où je m'étais sentie plus en insécurité que sur d'autres? Où est-ce que je devais encore gagner confiance en moi? Et vraiment, j'avais ce process un peu très analytique finalement, de voir comment, si on décomposait l'entretien, quelles étaient les zones où je pouvais encore m'améliorer et celles qui étaient plus ou moins OK. Donc non, j'avais plein de postes dont j'avais rien à faire, où je postulais et où j'étais prise, mais en fait, je leur disais, bah non, les gars, je suis pas intéressée en fait. Ok, donc c'était une expérience, c'était ton expérimentation exactement. de savoir comment on fait pour réussir un entretien, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc, à la fin, je me retrouve avec vraiment une liste avec les meilleurs conseils, tu vois, qui fonctionnent de fou. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mes petits cousins, petites cousines qui rentrent en école de commerce et qui me disent, ah, je cherche mon premier stage, est-ce que tu peux m'aider? Parce que bien sûr, tout le monde savait que, dans la famille en tout cas, que j'avais lancé ce test d'études. Et du coup, je leur donne mes conseils et ils les utilisent et ils me disent, waouh, c'est génial, j'ai réussi à avoir mon stage grâce à toi. Et du coup, je leur dis, bah, je sais, j'ai un peu essuyé les plâtres pour vous, les gars. Donc, profitez maintenant que vous avez tous ces conseils. Et en fait, c'est eux qui sont les premiers à me dire, bah, en fait, il faut que tu étendes ces conseils à plus de monde. Et en fait, c'était quoi la démarche derrière ça? Parce que du coup, ce n'était pas du tout pour trouver un nouveau job, puisque tu disais, il y a plein d'entretiens où tu as fait, où c'était juste, OK, je vais voir comment ça se passe un entretien. Et du coup, quelle était ton idée derrière, en fait, cette expérimentation-là? En fait, pour moi, je suis vraiment partie sur le format un peu des Jeux Olympiques. Je me suis dit, tu peux pas avoir la médaille d'or si tu te présentes la veille et que tu dis, oui, je vais aller faire la compétition avec tout le monde. Je me suis dit, le jour où tu as la super offre de ta vie qui se présente, je veux être prête. Et je veux avoir fait tous les entraînements avant pour être sûre que le job va être pour moi et qu'il y a juste zéro hasard, en fait. Donc, je voulais juste m'entraîner au maximum pour que le jour où j'ai vraiment l'offre de mes rêves qui se pointe, je puisse me sentir complètement en confiance et être sûre de l'obtenir, en fait, tout simplement. Ok, donc en fait, tu t'es dit, là, ça ne me convient plus ma situation actuelle, donc je vais m'entraîner pour faire des entretiens et espérer à un moment donné qu'il y ait cette opportunité, cette offre de rêve, parce qu'à ce moment-là, je serai prête. Donc c'est vraiment ça, la réflexion derrière, quoi. Exactement, exactement. Je voyais tout le monde qui continue à faire des stages jusqu'à 27 ans. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je vais pas gagner 400 € toute ma vie à cause du fait que j'ai choisi de partir en marketing. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup trop injuste. Et du coup, je me suis dit, bah, le jour où il y a une vraie offre qui tombe, où c'est pas un congé mat, où c'est pas un CDD, où c'est pas un truc un peu, voilà, comme ça sur le côté, je veux être prête. Et du coup, bah, je mets toutes les armes encore une fois de mon côté pour que ça fonctionne, en fait. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe suite à cette expérimentation? Yes, donc suite à cette expérimentation, donc certaines personnes dans ma famille me disent que je dois ouvrir tout simplement ces conseils à d'autres personnes. Et moi, je ne sais pas trop à qui ça peut être utile. Objectivement, je l'ai vraiment juste fait pour mon compte, tu vois. Donc vraiment, je n'ai pas du tout une optique de le distiller à d'autres personnes.
Et ils me disent, mais au moins, retourne dans tes écoles de commerce en tant qu'alumni et propose ça à ce moment-là pour les nouvelles promotions, en fait. Et vraiment, reviens en tant qu'ancienne et qui a envie de partager tout simplement des conseils. Donc, vraiment, de manière complètement intuitive, j'envoie un message à un prof que j'aimais bien, un prof d'anglais. Et je lui dis, je peux organiser un cours de 4 heures sur comment trouver sa voie et décrocher le job de ses rêves. Est-ce que ça pourrait vous intéresser pour vos promotions en ce moment? Et il me dit, OK, de toute façon, soit au bout de 4 heures, il t'envoie des boulettes de papier et c'est pourri et tu reviens jamais, soit il t'applaudit et dans ces cas-là, potentiellement, tu reviens pour une prochaine promo, tu vois. OK. Je dis, on va tester et puis on verra bien. Donc, il me dit, OK, écoute, on te file des 40 élèves de bachelor et puis tu as 4 heures et c'est en anglais et du coup, débrouille-toi, on te laisse carte blanche. Et finalement, en plus, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'écart d'âge avec eux parce qu'ils doivent avoir 21 ans, j'en ai 27. C'était en 2017, ouais, c'est ça. Et du coup, tout se passe hyper bien, ils sont hyper contents. Ils me disent, enfin, on a des conseils pratiques qui sortent de la théorie qu'on se mange un peu tout le temps, surtout qu'en général, en école, tu as beaucoup d'enseignants-chercheurs qui eux-mêmes n'ont jamais passé un entretien de leur vie depuis 15 ans. Donc, niveau actualité, on n'y est pas trop. Et donc, du coup, mon prof me dit, OK, tu reviens, mais cette fois-ci, ils seront 120 et ce sera un amphi de rentrée, etc. On attend que tu les reboostes à la rentrée. Donc, voilà, on compte sur toi et tout. Et finalement, ça commence vraiment comme ça. Donc, vraiment, en mode cours en école de commerce, en parallèle de mon job de chef de produit. Et donc, je prends des jours off, tu vois. Je prends des demi-journées off pour aller faire ces cours où je suis vraiment payée que dalle. Mais le but, il est vraiment juste pour moi d'être dans la transmission et de passer ces trucs-là. Et finalement, je commence à avoir pas mal de potes qui disent, mais est-ce qu'on peut venir dans tes amphis? Et je suis là, genre, non, les gars, c'est pas un moulin, on pouvait pas venir comme ça. Et du coup, c'est vraiment eux qui me disent, du coup, démerde-toi, mais en fait, on a besoin d'avoir tes conseils et du coup, crée ta boîte. Et moi, je suis là, genre, moi, créer ma boîte, je n'ai pas du tout prévu. Et ils me disent, si, en fait, on est prêt à te payer pour ça, donc vas-y, on y va, quoi. Et moi, je suis là, genre, OK, bon. Et puis finalement, donc le premier cours était en novembre 2017. En février 2018, 4 jours après mon anniversaire, j'ai mon grand-père en Grèce qui meurt. Et c'est clairement un événement assez traumatisant parce que tu imagines que c'est le soir où tu as prévu d'inviter tous tes potes, de faire une grosse fiesta. Et en fait, tu reçois un coup de fil de ton père qui te dit prends le premier avion pour Athènes parce que ton grand-père vient de partir. En plus, je suis la seule de la famille à pouvoir partir à ce moment-là parce que ma sœur est enceinte, ma cousine est enceinte et la dernière, elle fait médecine, elle est dans les examens. Donc, vraiment, je suis la seule à pouvoir en plus représenter la famille. Donc, grosse pression. Et j'arrive à ces funérailles qui sont juste impressionnantes parce qu'ils faisaient partie des Marines et du coup, il y a 200 soldats qui arrivent. Enfin, bref, un truc de fou que tu t'attends pas du tout à avoir. Et personnellement, c'est la première fois que je suis vraiment confrontée à la mort, que je vois vraiment une personne dans un cercueil ouvert, a fortiori. Et en fait, de le voir juste là et de me dire, OK, en fait, là, il dort pas, c'est juste qu'il reviendra plus. C'est le moment aussi de toi conscientiser un peu la chose et de te dire, en fait, il y a combien de temps entre toi, maintenant, là, tout de suite, et toi dans cette boîte? En fait, vu qu'on n'a pas la réponse, juste fais en sorte de kiffer au maximum les prochains jours qui passent. Et c'est là où cette connexion vraiment, j'ai envie de dire, un peu obsessionnelle autant a commencé à pointer le bout de son nez parce que finalement je me suis dit en fait est-ce que tu kiffes ta vie? Non. Est-ce que tu kiffes ton couple? Non. Est-ce que tu kiffes ton job? Non. Bon on met tout de côté et puis on recrée tout de zéro. Et donc là le vrai cheminement a commencé à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu kiffais pas justement? Tu vois, parce que quand on t'entend en parler, on se dit ça a l'air génial, enfin tu vois, tu as une énergie vachement solaire et tout, donc ça n'a pas l'air si mal là, la vie d'Hélène, là, c'est quoi le problème en fait? Donc est-ce que donc avant cet événement qui te fait vraiment émotionnellement prendre conscience que tout simplement la vie s'arrête, dans quel état tu étais en fait? Est-ce que tu étais en souffrance à te dire ça va vraiment pas du tout? Ou est-ce que tu étais finalement, c'était pas si mal que ça, il y avait des trucs avec, des trucs sans? Et quels étaient vraiment les éléments qui te gênaient en fait? Yes. Première chose très rapidement pour mon couple, c'est juste qu'on était devenus des colocs, tu vois, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et clairement on se voyait plus, enfin vraiment en plus il bossait le week-end, il bossait souvent le soir, bref, on se voyait jamais, donc juste ça avait plus beaucoup de sens. Au niveau du style de vie, c'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu cette boule au ventre, tu sais, en fin août quand tu rentres des vacances en Grèce, où t'as juste pas envie de retrouver la ville parce que t'aimes trop la mer et au final t'as juste cette frustration de dire oh non, faut attendre 12 mois maintenant avant que ça recommence et du coup j'en avais marre d'avoir toute cette frustration en rentrant de vacances au soleil, donc je sentais que Paris n'était plus forcément pour moi non plus. Déjà à ce moment-là, même si ça a pris beaucoup plus de temps après à se mettre en place, mais en tout cas, il y avait une première intuition à ce moment-là. Et le dernier truc par rapport au job, moi, il faut savoir que du jour où j'ai signé dans cette dernière boîte, au bout de 3 jours déjà, le I de CDI, c'était mon premier CDI avant, j'avais que enchaîné des CDD.
Comme je te le disais, dans le luxe, très compliqué de trouver des CDI. Ouais. Et du coup, c'était mon premier CDI. Et au bout de 3 jours, j'ai eu ce truc de OK, en fait, le I de infini, de indéterminé, il fait vraiment flipper. Okay. Jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vois. Pour moi, c'était vraiment ça, quoi. Genre là, vraiment, techniquement, il ne peut plus rien se passer, quoi. Tu es juste là, vissé à ta chaise et il ne se passera pas grand-chose. Et en fait, juste ce truc de finalement ne plus être dans le challenge, parce que finalement, tu te rends compte qu'être en CDD, tu dois toujours donner ton maximum parce que tu ne sais jamais s'ils vont te garder et tu as envie qu'on te garde. Donc, finalement, ça te donnait une espèce d'adrénaline à chaque fois qui faisait que tu te donnais à fond sur les projets. Et là, je me rends compte que le I casse tout, en fait, dans la démarche, parce que de toute façon, c'est acquis, tu leur appartiens, tu leur donnes ton temps et point barre. Donc, et ce truc me casse complètement. Et donc, au bout de 3 jours, je me dis, OK, tu viens de signer, mais il va falloir trouver un moyen assez rapide de partir. Et finalement, pour vendre mon cours sur comment décrocher des entretiens, il fallait juste que j'arrive moi-même à avoir un CDI. Et pour moi, job was done, tu vois, j'avais réussi le contrat. Et donc, au final, je me suis dit, voilà, je pouvais pouvoir commencer finalement à proposer ces cours de manière beaucoup plus. Au niveau de mon syndrome de l'imposteur, disons que ça allait beaucoup mieux à ce moment-là, puisque du coup, j'avais réussi à avoir le résultat de ma propre pratique et donc finalement tout allait bien. Donc finalement c'était juste un moyen de pouvoir ensuite vendre ce que j'avais à proposer et finalement vraiment l'impact écologique de la cosmétique pour moi est tellement désastreux quand on voit toutes les techniques. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais tu as plein de techniques d'enfouissage où en fait on met tous les pots de crème Dior un tout petit peu rayés, on va les mettre sous terre et pas que en Chine, on fait ça en France aussi. Et ça te pourrit tous les cours d'eau. Enfin bref, c'est juste une catastrophe à ce niveau-là et j'étais pas du tout en phase avec le fait de continuer à nourrir tout simplement cette industrie où tu as des grosses marques qui t'appellent et qui disent tel influenceur a dit que maintenant telle taille de pinceau était le nouveau truc à avoir et du coup dans 3 semaines il nous faut des quantités et machin. Enfin non, ça n'avait plus aucun sens en tout cas pour moi, quoi. Ok, d'accord. Et je trouve ça hyper intéressant ta réaction par rapport à, tu vois, les CDD et le CDI. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que quand tu étais en CDD, ton driver, c'est vraiment le challenge justement de toujours arriver à faire un job et être apprécié et tu vois, avoir des résultats et que quelque part, le CDI, vu que les valeurs où tu vois en fait, il n'y avait plus de challenge, mais ton driver, c'était le challenge. Ce n'était pas vraiment ce que tu faisais, quoi. Exactement. Ça a toujours été ça. Dans les études, comme je te le disais, dès qu'on me disait que c'était pas possible, je dis OK, on va y arriver. Je me disais avec un bac L art plastique, on va pouvoir faire quoi que ce soit. OK, t'inquiète pas, on va trouver un truc. OK. Et donc ça, c'est un shift du coup que tu as complètement opéré puisque maintenant, donc dans ce que tu enseignes, donc tu fais du coaching. Est-ce que tu vends aussi des formations en ligne? Alors, du coup, j'avais créé une formation en ligne à l'époque, justement, qui s'appelait Pitch Your Job pour t'aider justement à décrocher le job de tes rêves, qui était en parallèle des coachings en one-to-one. Aujourd'hui, je ne la propose plus, mais elle existe toujours. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment évolué. On a vraiment commencé sur la partie reconversion, orientation professionnelle. Finalement, les clientes ont commencé à me dire, en fait, c'est cool, j'ai décroché le job de mes rêves grâce à toi, mais j'arrive toujours pas à lever la main en réunion si j'ai un collègue masculin ou un client masculin qui met un peu trop la pression sur un meeting. Donc, je me suis dit, OK, les nanas, on a un problème là dans ce cas-là. Donc, c'est là où j'ai commencé moi-même à me former au leadership et où j'ai lancé LeaderChick, qui était donc vraiment une offre sur le leadership féminin. Et à côté de ça, il y a aussi du business coaching pour aider des entrepreneuses qui se lancent. Donc, il y a plein de choses. OK. Et donc, maintenant, quels sont tes drivers aujourd'hui? Alors, mes drivers aujourd'hui, hyper intéressants. Je pense que ça doit être peut-être un petit peu la même chose pour toi. Je pense que chaque année, tu vois, a une teinte, a une raison d'être, en fait. Et c'est vrai que moi, pour moi, 2019, c'était vraiment l'année où j'ai créé mon business. Donc, je devais me prouver que je pouvais tout simplement quitter le salariat. Donc, ça a été vraiment l'objectif de cette année-là. 2020, c'était l'année où je devais me prouver que j'arrivais à générer du cash et où je pouvais en vivre, en fait, tout simplement. 2021, c'est une année où ça a été un petit peu l'année où je me suis surtout cramée à la fin parce que j'ai voulu essayer des techniques où, clairement, j'ai plagié des choses qui marchaient sur d'autres en pensant que c'était bon pour moi. Et donc, je me suis trop comparée. Et donc, je l'ai appris à mes dépens. Et cette année-là, aujourd'hui, donc en 2022, c'est vraiment de prendre le temps et de connecter juste, comme je te le disais, avec cette valeur d'enthousiasme, mais juste à chaque fois d'avoir ce filtre sur chaque opportunité que je vais choisir en me disant juste à quel point ça me fait kiffer, en fait, de bosser sur tel ou tel truc et juste de connecter avec ça et de me dire juste que les bonnes personnes viendront à moi si elles sont aussi enthousiastes que moi, en tout cas, sur ce projet-là. OK, excellent. Et tu vois, quand tu racontes ton histoire, on se dit,
waouh, tout a coulé de source, tu vois, tout était très fluide et c'était très, entre guillemets, hein, facile. Et du coup, est-ce que tu as eu des moments, alors des échecs? Alors, quand je parle d'échecs, c'est en tout cas des ratages, des foirages, tu vois, et comment tu les as dépassés en fait? Yes, bien sûr. Déjà, ça m'a coûté 2 relations. Tu On va considères pas que se le c'est des cacher. foirages? Ok, d'accord. Donc quoi, parce que tu bossais Non, trop, c'est ça? ouais, j'avais des mecs qui étaient hyper jaloux de mes business, tu vois, qui trouvaient que je passais beaucoup trop de temps avec mes clients, beaucoup trop de temps à répondre sur Instagram, que je rentrais beaucoup trop tard de mes coachings. Donc, je ne sais pas si c'est un foirage, mais en tout cas, c'était des moments durs, tu vois, clairement, Ok. de quitter un appart, quitter 5 ans de relation, c'est compliqué, quitter 1 an après de relation, c'est aussi compliqué, surtout juste après le Covid. Donc, Mhm. ça a été des moments challenging. Le premier confinement est un moment hyper challenging parce que normalement, je bloquais à 20 clients en même temps. Je faisais que des offres en one-to-one à l'époque et j'étais arrivée à 37 sur le premier confinement. Donc, je bossais, c'est simple, 15 heures par jour parce Ouais. que je voyais tous mes potes se casser un peu la figure en plein milieu du Covid parce qu'ils n'avaient pas forcément des business qui étaient très Mhm. Covid-friendly. Et moi, j'ai eu cette espèce de culpabilité de me dire, oh là là, mais c'est terrible. Moi, je peux d'une aider les gens et de deux bosser d'où je veux. Donc, j'ai aucune raison de me plaindre. J'ai même pas la possibilité de me plaindre. Donc, juste bosse, focus et puis aide un maximum de gens qui ont envie de changer de vie grâce à cette prise de conscience liée au Covid, en fait. Ouais. Mais typiquement, c'était un moment hyper dur. J'avais ma grand-mère qui est rentrée à l'hôpital à ce moment-là, ma soeur aussi qui a eu le Covid de Ok. manière assez grave. Et je devais gérer ma maman qui, du coup, était pas bien parce que retraitée, qui passe son Mhm. temps à broyer du noir toute la journée. Enfin, t'as juste l'impression d'être au milieu de tout le monde dans une espèce de marasme où tu t'en sors pas dans un appart à Paris où t'as pas de balcon et où tu peux pas voir Ah. ton copain parce qu'il est à plus de 1 kilomètre. Ouais. donc, donc, tu vois, ça fait beaucoup. Et clairement, c'était chaud pendant 2 mois et demi de bosser 15 heures par jour. Euh, Même le premier cours en école de commerce, tu vois, je faisais ça en parallèle de mon job. Donc, Mhm. à l'époque, je faisais Miracle Morning, je me réveillais à 4 heures du matin, je le préparais jusqu'à 7 heures du matin. Et après, le soir, après le boulot, je rebossais jusqu'à minuit, tu vois. Donc, ça, les gens ne le savent pas. Et c'était très bien comme ça, sinon personne ne deviendrait entrepreneur. Je pense qu'ils avaient la vraie big picture. Alors, quelle est ta conclusion du Miracle Morning? Franchement, je pense que c'est bien à des moments clés. Si tu as vraiment, tu vois, Mhm. comme là, c'était le cas, un projet avec une deadline. Moi, clairement, mon prof m'a dit, mais tu as 1 mois et demi pour prendre ce cours, donc pas un jour Mhm. de plus. Et du coup, moi, j'ai juste calculé en termes de temps combien j'aurais besoin, en fait, tout simplement d'heures de travailler sur le truc. Et j'ai vu que ça rentrait pas dans une journée normale. Donc, je me suis dit, bah, écoute, on va pousser un peu les murs, tu vois, Ok. puisque visiblement, personne n'a prévu de changer le concept des 24 heures. Écoute, on va s'adapter. Ok. Donc, Je je pense que pense c'est aussi que, génial. ouais, mais je pense que c'est déjà pas fait pour tout le monde et que c'est. Après, il faut voir si c'est quelque chose que tu veux dans ta vie, tu vois, de manière générale, parce que c'est une discipline. Il y a des gens pour qui ça va marcher très, très bien et il y a des gens pour qui ça marche, mais c'est juste un désastre, en fait, parce que ça ne correspond pas à ce qui fonctionne pour eux, quoi. Donc, Exactement. Je suis ouais, complètement d'accord avec toi. Et moi, je suis plutôt du soir en plus. Donc, ouais, j'adore travailler, tu vois, de 18 heures à 1 heure, 2 heures du matin. C'est vraiment des moments où, justement, je me sens au calme, où j'ai pas de notifications, où j'ai pas de mails qui tombent. Et j'adore travailler dans ces heures-là, beaucoup plus que le matin. Mais à cette époque-là, quand tu es salarié, tu n'as pas trop cette flexibilité-là. Mais d'où ouais, l'importance de savoir s'écouter et de pouvoir, si tu as en tout cas la possibilité de le faire, d'écouter ta propre physiologie et ouais. de savoir quand est-ce que ton cerveau percute ou pas. Moi, je sais que l'après-midi, il sert strictement à rien, mon cerveau, donc ça sert à rien que je le force, tu vois. De midi à 17 heures, il se passera pas grand-chose entre ces deux oreilles, tu vois. Donc, Ok. pas besoin de culpabiliser, juste Ouais, ouais, organise ton ouais. emploi du temps en fonction. Ouais, 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 excellent. Bah oui, c'est évidemment le mieux. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu fais ton sport, c'est ça? Mon sport, je le cale un peu quand je veux, j'avoue, ça dépend. Ça aussi, j'ai mes horaires pour la muscu, j'ai mes horaires pour le cardio, tu vois, j'ai tout qui est un peu optimisé. Je sais quand j'ai de l'énergie pour Ok. certaines choses et pour d'autres, non. Après, ouais, non, ça dépend. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens pensent que je m'entraîne beaucoup, mais en fait, je m'entraîne pas tant que ça. Écoute, moi, à chaque fois, je vois que tu es dans des salles de sport, je me dis, oh là 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 là, il faut que j'y aille là. Non, objectivement, c'est aussi un gros avantage quand tu voyages, c'est que tu peux vraiment Ouais. t'adapter au sport qu'il y a localement. Donc, c'est vrai que j'avais commencé le surf à Fuerteventura. J'ai aussi fait beaucoup de yoga à Fuerteventura parce que c'est vraiment l'île du développement personnel aux Canaries. Donc, aller faire des cours au milieu des dunes au coucher du soleil, c'est un peu plus inspirant que dans des studios beaucoup trop chers à Paris. Ouais. Et
Et du coup, je pense que tu dois avoir ça aussi en Indonésie. Mais je trouve que du coup, c'est hyper cool de pouvoir justement à chaque fois changer de spot et voir quels sports sont plus ou moins cool en fonction des régions. Et le but, c'est juste de bouger ton corps. Tu vois, pour moi, c'est juste ça, parce que j'aime pas rester devant l'ordi toute la journée. J'aime bien m'activer un minimum. Et ça peut être une rando dans le désert, ça peut être escalader un volcan, ça peut être juste marcher le long de la plage, peu importe. Du moment que je sors et que je bouge un peu, ça me va. Ok. Et du coup, dans ces moments où tu disais ces moments qui ont été des moments difficiles, quel mindset tu as développé ou comment tu t'en es sorti? Comment tu t'es dit, OK, je continue en fait. Enfin, tu vois, c'est pas la fin. C'est juste que je dois pousser, je dois y aller plus fort, je dois continuer. Comment tu fais? C'est une très bonne question. Je pense que mon épanouissement a toujours été le truc le plus important. Et je savais juste que pour être épanouie, parfois, ça passe par des périodes où tu n'es pas épanouie. OK. Plutôt, je reformule. Être épanouie sur du long terme, ça passe par des moments où tu peux avoir des chutes en termes de joie, d'émotions positives, tu vois, où tu peux te sentir un peu moins heureuse momentanément. Et donc, en fait, dans ces moments-là, il faut juste arriver à avoir une vision plus long terme et te dire juste, bah oui, ça fait partie du truc. Tu vois, c'est comme pour arriver à un super spot. Peut-être que tu dois passer par une rue qui a des trous, tu vois, où c'est un peu le bazar, mais tu sais qu'au bout, le chemin en vaut la peine, quoi. Et donc, c'est ça qui te garde, en fait, en ligne de mire en disant, ouais, c'est juste une épreuve sur le chemin, mais en fait, c'est rien par rapport au truc de fou qui t'attend au final, tu vois. Donc, juste serre les dents et tu verras, ça va bien se passer, en fait. Donc tu arrives à voir le bout du chemin et te dire, voilà, ça, c'est l'objectif et tu acceptes en fait tout le chemin qu'il y a autour. OK, c'est pas grave, tant que tu as l'objectif ou en tout cas, voilà, l'objet doré, ou enfin, tu vois, voilà, c'est ça ce que je veux, donc j'accepte le chemin. Ça a l'air d'être une foi très ancrée chez toi où tu ne te poses pas mille questions, voilà, si c'est ça, j'y vais, quoi. Ouais, je pense que, enfin, tu vois, moi, j'ai une petite nièce, du coup, qui est née il y a 4 ans, et pour moi, elle incarne vraiment la femme de demain. Et je lui ai écrit d'ailleurs une lettre quand elle est née, où je lui ai dit tout ce que je lui souhaitais, et je lui disais que je serais toujours à ses côtés, quels que soient ses choix, justement, chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise, moi, à l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai ce truc de me dire, bah, oui, en tant que femme en 2022, j'ai juste envie qu'il y ait un maximum de petites filles demain qui ne se posent pas les mêmes questions que moi ou qui n'aient pas la même pression de leurs profs avec des histoires de voix de garage ou des voix d'élite. Il y a juste la voix que tu as envie de faire. Et la bonne nouvelle, c'est que tu pourras même changer juste après avoir pris ta décision. Donc, finalement, arrête de te mettre la pression là-dessus et juste fais-toi kiffer et tu verras bien. Et bah oui, au pire, tu boufferas un peu des moments difficiles à certains moments. Bah, c'est pas grave, ça fera partie du chemin. Et puis, tu seras juste sur la bonne route et tu continueras d'apprendre. Mais j'ai vraiment ce truc de me dire, j'aimerais qu'il y ait un maximum de petites filles qui passent des meilleures enfances, en tout cas que la mienne à ce niveau-là, et qui ne sentent pas cette pression du système typiquement éducationnel français, où on privilégie toujours le process au résultat, et où on se dit, bah non, il faut faire comme on a dit de faire, avec les livres qu'on a dit de lire, etc. Non, juste sors du cadre et tu verras qu'il se passera des trucs de fou aussi, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est juste de me dire, bah, tant que tu continues à aider un maximum de personnes dans cette voie-là, et à leur montrer que tout est possible, tu es sur le bon chemin, donc ouais, continue, ouais. Okay. Et est-ce que dans ton enfance ou dans ton chemin, justement, tu as subi ces choses-là, ces pressions, ces choses négatives extérieures qui t'ont peut-être pas mis sur ton chemin directement? Est-ce que tu as ce ressenti-là? Moi, j'ai senti que j'avais toujours fait ce que je voulais. C'était juste que j'avais pas l'enthousiasme en face des personnes que j'aimais. En fait, c'était toujours dur de devoir assumer mes choix, que je continuais d'assumer, mais c'était juste que tu t'attendais en tant qu'enfant. Je pense que tu n'es pas prêt à te manger des murs à chaque fois que tu dis j'ai envie de faire ça et qu'on te dise mais non, mais ça ne rapporte pas d'argent. Mais l'argent pour toi, c'est un concept, déjà, tu sais même pas ce que c'est. Donc, tu comprends juste qu'il faut en avoir. Mais quand tu vois des gens qui ne sont pas forcément très heureux, qui en gagnent beaucoup, tu es là, genre, mais finalement, l'argent, ça sert à quoi? Tu vois, t'es un peu perdu, quoi. Donc, et au final, je me suis juste dit, bah non, je vais juste faire ce qui me fait kiffer. Et tant pis si ça ne vous plaît pas. C'est dommage que ça ne vous plaise pas, parce que moi, ça me plaît. Mais écoutez, tant pis. En tout cas, moi, je fais ma life et puis on verra bien ce qui se passe ensuite, quoi. Ok. Et donc ça, justement, c'était dans ton cercle familial que tu as eu ce sentiment de ne pas avoir beaucoup de support et que, voilà, on t'a plus tiré vers le bas ou tiré vers le haut. Comment ça s'est passé pour toi dans ton évolution, justement, dans ton cercle? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu n'as pas eu de soutien? Est-ce que des encouragements? Pas donc, comment ça s'est passé? Yes. Moi, j'ai une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi. Et c'est vrai qu'elle, elle était passionnée elle est toujours d'ailleurs, de biologie marine. Donc, en gros, elle voulait un peu sauver Willy. Et, On a tous voulu sauver Willy à un moment donné dans notre vie.
On a tous voulu sauver Willy, exactement. Donc, dans la chambre, on avait des posters avec le grand bleu, des dauphins de partout et tout. Tu vois, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que le jour où elle m'a annoncé qu'elle avait été prise du coup dans une grosse boîte d'un gros pétrolier français qu'on ne citera pas, du coup, j'ai un peu bugué, tu vois. Et en fait, Ouais, ok. c'est là où elle m'a dit que, en gros, tu fais tes études avec un rêve en tête, mais un jour, il faut bosser et tu prends ce que tu trouves, quoi. Et c'est là où je me suis dit, OK, ça, c'est le conseil que je vais genre jamais suivre. Et ils sortaient d'où ce conseil? C'était vos parents qui vous ont dit de faire ça? En gros, c'est Ouais, je l'éducation, pense, quoi, ouais. ouais. Ouais, c'est mon père qui est ingénieur et fallait faire des hautes études. Tu vois, il avait fait Polytechnique et Centrale. Enfin, c'était même pas une option de pas faire d'études et de faire des trucs un peu fous comme moi avec mon art plastique, quoi. Donc, j'étais un peu le vilain petit canard à dire, en fait, peut-être que ça ressemble à rien pour vous, mais moi, je vais y aller. Ok, donc toi, tu étais la rebelle, quelque part. Moi, je fais ce que je veux, mais tu as eu ce constant struggle où tu as tout le temps dû te battre, quoi. Tu n'as jamais eu à un moment donné quelqu'un qui t'a dit, ouais, ok, c'est bien, Hélène, vas-y, fais l'art plastique, ça va être cool. Ouais, non, c'est clair. J'ai jamais eu personne qui m'a dit ça. Et même après, dans mes jobs, à chaque fois, j'étais vue comme un peu un ovni, tu vois, genre avec son art plastique, ses langues, machin, elle sort d'où, elle est un peu nulle en maths, mais bon, elle est sympa, alors on la garde, tu vois. Ok. Donc, j'étais jamais trop à ma place. Mais il y a une chose était sûre, c'est que j'avais toujours quand même, mine de rien, des idées qui faisaient un peu chier tout le monde parce que je voyais rapidement ce qui allait pas, parce que je voyais rapidement les jeux de pouvoir, parce que je voyais juste que c'était très politique et que surtout, moi, ça me saoulait parce que du coup, on prenait des décisions pour être bien vu ou pour monter en grade plus facilement et pas pour le bien des projets, en fait. Et moi, en tant que chef de produit, ce qui est important pour moi, c'est que ma famille de produits, elle fonctionne bien et que les produits soient utiles pour les clients. Et en fait, quand on t'explique que c'est juste le cadet de leurs soucis, parce que ce qu'il faut d'abord, c'est que lui, il devienne directeur dans l'année et que machin et que nanana, j'étais là genre, ah ouais les gars, en fait, on s'est pas du tout compris là. Ouais. Ça, c'est malheureusement souvent le cas dans les grosses boîtes, hein. On rentre vite dans des jeux de pouvoir comme ça. Et du coup, tu vois, donc là, tu avais un environnement qui n'était pas forcément l'environnement le plus favorable avec un bon soutien, hein. En gros, tu as dû te battre à chaque étape juste pour faire ce que tu avais envie. Et tu as eu l'exemple en tout cas, ta grande sœur qui, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait, justement. J'espère que maintenant, elle peut suivre ton exemple, peut-être. Et est-ce que, du coup, tu avais des mentors ou tu vois, comment tu as trouvé ou tu as eu cette force de te dire, ben non, je vais quand même faire ce que je veux moi? Est-ce que tu avais vu que tu n'as pas un soutien autour de toi, est-ce que tu t'es créé un soutien avec des mentors peut-être virtuels ou des mentors voilà, qui existent, tu vois, sur le net ou quoi? Comment ça s'est passé pour toi? Franchement, je pense que ça a été vraiment la lecture au début qui m'a vraiment aidée. De lire, tu vois, des bouquins comme Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Miracle Morning, 4 accords Toltec, enfin vraiment les trucs de base, tu vois, que tu commences à lire à 20 ans quand tu commences à t'intéresser au dev perso. Simon Sinek, pour moi, qui était hyper important aussi parce qu'il venait du marketing à fortiori, donc je connectais plus facilement avec lui. En gros, je pense que ce qui a fait aussi que My Job Affair a fonctionné très rapidement, et j'ai eu cette chance-là, c'est parce que quand je suis arrivée sur Instagram, j'avais 200 followers, mais j'étais une des seules, je pense, à ce moment-là, à vendre le dev perso comme un truc qui n'était pas perché. Et vraiment, parce que moi, je parlais aux gens qui avaient fait une école d'ingé ou une école de commerce. Et donc, au final, je leur montrais qu'il n'y avait pas besoin de fumer un gros spliff pour comprendre de quoi il s'agissait, tu vois. C'était vraiment ça l'idée. Parce que quand tu rentrais, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, tu peux te remettre dans le contexte, il y a 5-6 ans, tu rentrais sur Instagram sur un compte de dev perso, il n'y avait que des images holographiques avec des trucs de Bouddha. Et tu étais là, genre, what the fuck, les gars? Genre, c'est quoi le délire? De quoi elle parle, la dame? Tu vois, genre, vraiment. Je crois qu'il faut que j'aille prendre de l'ayahuasca et aller d'une montagne au Népal pour comprendre de quoi il s'agit et que je reconstruise ma mission de vie, tu vois. Genre, vraiment. Et je m'étais dit, non, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça parce que le dev perso, c'est pour tout le monde et il y a plein de gens qui en ont besoin. Mais le seul truc qu'ils arrivent à dire, c'est je suis pas bien dans ma vie, mais je sais pas quoi faire. Parce qu'on t'apprend pas ça en école de commerce. Donc, je me suis dit, OK, en fait, on va faire un truc intelligible pour des gens normaux qui ont fait juste un cursus normal parce qu'on leur a dit que l'école de commerce, c'était la voie royale et que maintenant, ils se rendent compte que, bah non. Mais du coup, ils savent pas quoi faire. Et donc, du coup, juste de vulgariser des trucs complètement perchés et de leur dire juste, en fait, les gars, posez-vous les bonnes questions et ça va bien se passer, je vous tiens la main, on y va ensemble, bah, c'est ça, en fait, où d'un coup, il y a plein de gens qui se sont connectés et qui se sont dit, ah ouais, en fait, c'est pas si c'est perché que ça, on peut vraiment, finalement, travailler sur nous d'une manière, voilà, sans parler même d'hypnose, de PNL, quoi que ça, on s'en fout de la technique que tu utilises, du moment que tu aides les gens, en fait, tu vois, finalement.
Et donc, moi, en mettant tous ces mots un peu barbares, un peu scientifiques de côté, sans leur dire ce que j'utilisais, juste, ils voyaient que j'avais des résultats en séance et ils étaient contents. Et ils ne se posaient même pas la question de quelle technique tu as utilisée, parce que ça, encore une fois, on s'en fiche. Tu vas pas demander à ton chirurgien comment tu m'as fait une greffe du cœur. Tu t'en fous, ce que tu veux, c'est un nouveau cœur. Tu vois ce que je veux dire? S'il a pris une planche en acier ou en je sais pas quoi, on s'en bat, Ouais. c'est une cacahuète. J'adore l'image. J'adore l'image. Qui c'est qui a demandé à son chirurgien, attends, tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu vas faire, s'il te plaît? T'as pris la technique rapide avec la double bistouri machin ou t'as pris le... On s'en fout, on s'en fout. Ouais. Mais du coup, ça répond à ma question. Est-ce que tu es plutôt dev perso fumé par les racines ou dev perso juste carré, pragmatique et on arrête? Ok. Donc, tu n'es pas dev perso brûlage de sauge le matin au lever du soleil. Ok. Non, même si je fais plein de trucs bizarres à côté, hein, tu vois, j'ai fait, enfin, bizarre, non, mais j'ai à peu près tout testé. J'ai fait de la kinésio, de l'hypnose, de la PNL. J'ai fait plein d'exercices neuro-émotionnels. J'en fais encore énormément avec mon coach. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec mon grand-père, bien sûr, qui est mort. Okay. Tu vois, genre, j'ai fait des trucs complètement what the fuck, mais qui sont des moments qui resteront, je pense, gravés à jamais. Et je pense que c'est hyper rassurant aussi de te dire que tu peux échanger avec des défunts. Bon, après, tout le monde ne croira pas ce que je suis en train de dire actuellement. Et c'est complètement OK, chacun son timing. C'est ça. Mais, en fait, mais je suis hyper curieuse, en tout cas, de toutes ces expériences-là, bien sûr. Ouais. OK, donc un petit peu quand même. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Tu vois, chacun fait le dev perso qu'il a envie de faire, tu vois. Et si ça te parle, génial, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on voit souvent les deux qui s'opposent un peu. Moi, je dis à chaque fois, fais ce qui t'attire, en fait. Si pour toi, aller brûler de la sauge, je prends toujours cet exemple et je me moque un peu. Mais c'est voilà, si pour toi, ça a du sens de faire ça, c'est bien, fais-le, tu vois. Va brûler de la sauge le matin au lever du soleil, c'est très bien. Exactement. Et tu vois, même mon papa qui est ingénieur civil, qui est le plus cartésien du monde, le jour où je lui ai raconté du coup l'échange que j'avais eu avec mon grand-père, qui date il n'y a pas si longtemps, c'était en octobre dernier, c'est la première fois que je voyais mon père de 70 ans pleurer en face de moi parce qu'il m'a juste dit, mais en fait, cette personne ne connaissait pas ton grand-père, c'est donc impossible qu'elle ait inventé tous ces trucs-là, et elle a dit objectivement des choses que seul lui aurait pu dire. Donc, tu vois, même les gens les plus cartésiens du monde, tu peux arriver à les faire switcher un jour ou l'autre, juste en leur prouvant que, ouais, en fait, ouais, c'est clair, il n'y a personne d'autre qui pouvait dire ça à part lui, quoi. Donc, c'est que forcément, c'est lui. Et tu vois, dans tout ton parcours, tu vois, quand tu regardes tout ça, tout le parcours depuis ton enfance, toute ton histoire, qu'est-ce que ça te donne comme émotion là maintenant tout de suite? Énormément de gratitude, je pense, parce que j'ai beaucoup bossé. C'est pour ça que cette année, elle est un peu plus cool aussi en termes de rythme de boulot. J'essaye de capitaliser un peu sur toute l'énergie que j'ai pu donner par le passé pour cette entreprise. J'ai la chance de ne pas avoir de stress financier et donc de juste pouvoir accueillir les projets que j'ai envie d'accepter et refuser certains autres qui me passionnent moins. Mais ouais, je pense que j'ai beaucoup bossé pour en arriver là. Je regrette absolument rien. Je pense que chaque étape a été, que ce soit travailler dans le luxe, que ce soit des ruptures sentimentales, que ce soit des ruptures professionnelles. Chaque étape a été hyper enrichissante et constitue la personne que je suis aujourd'hui. Et si ce parcours-là, en tout cas, peut aider d'autres personnes, je me dis que c'est pas pour rien. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à toi, jeune, si tu pouvais parler maintenant à Hélène, enfant? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Je dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les écoute pas, continue. Continue dans ta lancée de faire ton idée et oublie le bruit autour de toi. J'aime beaucoup. Et du coup, quels sont tes rêves pour la suite? Franchement, si je peux continuer à vivre comme je l'entends, comme je le fais aujourd'hui, ce sera tellement cool. C'est-à-dire que potentiellement, ça veut dire changer complètement dès demain. Donc, c'est assez libre comme projet, j'ai envie de dire. Parce que si je rencontre une personne qui est basée dans un endroit qui m'inspire et que j'ai plus envie de bouger parce que voilà, j'ai envie de créer quelque chose, ce sera avec plaisir. Si par contre je rencontre quelqu'un qui voyage tout le temps, aussi ça peut être ça. Si je rencontre personne et que je continue juste à faire ce que je veux, c'est très cool aussi. Mais tu vois, en tout cas, continuer à prouver que tout est possible, je pense que c'est la chose la plus importante, pas dans un but du tout marketing, parce que là, je le présente un peu comme ça. Bien sûr que je suis mon premier produit et que si moi-même, j'arrive pas à montrer que tout est possible, je ne suis pas très crédible. Mais je le fais pas pour ça, je le fais juste parce que moi, j'ai trouvé ce qui me correspondait. Et à partir de là, si d'autres personnes peuvent se rendre compte qu'elles aussi, elles peuvent suivre justement les projets qui les inspirent, pour moi,
tu vois, le contrat est fait et rempli, ça veut dire potentiellement te prendre une villa à la montagne et y rester, tu vois, avec ton chien ou prendre ton troupeau ou j'en sais rien, tu vois. Ça peut être te faire ton tour du monde en famille, tu vois. Ça peut être, peu importe ce qui t'inspire, mais juste... encore une fois, moi je dis, cette confrontation à la mort m'a fait prendre conscience que chaque journée était une occasion de faire un truc qui te fait kiffer. Et c'est vrai que chaque jour, par contre, ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et que je donne même à mes clientes en coaching comme exercice, c'est de chaque jour avoir un moment de self-love. Et c'est quoi un moment de self-love? C'est juste un moment où tu te sens mieux après qu'avant. Donc, ça peut être une séance de sport, ça peut être juste te faire un gommage, tu vois, t'appliquer ta crème préférée le soir avant d'aller dormir, parce que ça te fait du bien, elle sent bon, et voilà, tu kiffes ce moment-là. Ça peut être aller chercher ta petite à l'école et faire un quality time ensemble, vous allez manger votre pâtisserie préférée, et c'est cool. Mais c'est juste ce moment où tu te sens vraiment beaucoup mieux après qu'avant, parce que tu sens que tu t'es donné de la valeur, et tu sens que cette journée, objectivement, elle a été importante pour toi d'un point de vue émotionnel, tu vois. Et... je pense qu'il y a plein de gens qui passent leur vie en mode avion, tu vois, alors, ils coupent les ondes, ils coupent tout, ils avancent juste et ils disent « Oh, waouh, j'ai 45 ans » et ils se réveillent et ça leur fait un peu mal au crâne. Alors qu'au final, tout peut s'arrêter bien avant et du coup, je pense que mettre de la conscience sur le fait que chaque journée est cool et c'est quelque chose qui peut paraître basique, mais finalement, ça change beaucoup de choses, je pense. Ok. Et donc, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils pour les gens qui écoutent le podcast pour que eux, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Yes. Première chose, c'est se connaître. Manque de peau, ça prend une vie. Mieux vaut commencer maintenant. Exactement, mieux vaut commencer maintenant, le plus tôt le mieux. Donc, après, vous faites ça comme vous voulez. Ça peut être soit vous vous accordez 1 heure toutes les semaines où vous écrivez, où vous faites juste votre petit récap de ce qui s'est passé cette semaine, des moments où vous avez été challengé, des sujets sur lesquels vous aimeriez vous sentir peut-être plus à l'aise. Ça peut être de la gestion émotionnelle, ça peut être au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qui vous prend de la charge mentale? En fait, juste demandez-vous qu'est-ce qui me saoule en ce moment. Et déjà, vous aurez des premières bribes de réponses. Donc ça peut être déjà un bon début. Une fois que vous commencez ce travail sur comment vous sentez et sur quoi vous voulez vraiment travailler, après, je pense que c'est quelque chose qui est d'ailleurs très challenging dans notre société, c'est de surtout pas vous comparer. Je l'ai mangé moi-même, cette erreur-là. C'est très compliqué parce qu'on est entouré des gens des animaux sociaux, on vit en communauté, donc tu passes ton temps à avoir tes collègues comme reflet, tes proches, ta famille, tes amis qui te renvoient en pleine face une certaine image. Les réseaux sociaux, on n'en parle même pas, c'est le pire, c'est l'enfer moderne. Mais du coup, en fait, on a juste à peu près 1 milliard d'occasions de nous comparer dans une journée. Et c'est le pire truc parce que c'est la meilleure manière justement de t'éloigner de toi-même. Donc déjà que tu commences tout juste le travail pour te connaître, en plus tu t'éloignes, tu vois. Donc on t'aide vraiment pas, on te facilite vraiment pas les choses. Donc, premier truc, bien se connaître. Puis, deuxième truc, essayer au minimum de se comparer aux autres pour surtout pas projeter ce qui est important pour les autres comme une priorité pour toi si ça ne l'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais hyper gaffe toujours dans les partages de posts sur le digital nomadisme pour surtout dire que je ne vends pas le digital nomadisme, je vends juste le fait que moi, j'ai créé une vie qui m'inspire et qui me correspond et à vous de faire la même chose. Mais ça ne veut pas surtout dire qu'il faut voyager autant que moi, ne serait-ce que pour l'impact carbone que je génère et avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Mais vraiment, en tout cas, chacun peut avoir sa bonne définition par rapport à ça. Et dernier point, juste passer à l'action parce que je pense que c'est toujours ce qui caractérise aussi personnellement mes sessions de coaching, c'est que je sais qu'en tant que femme, on peut avoir tendance à rester énormément dans le mental, à se poser 10 000 questions, à essayer toujours de peser les conséquences de nos actes. Et de fait, c'est légitime, on a besoin de le faire. Il ne faut juste pas que cette période, elle dure trop longtemps. Sinon, tu restes 5, 10 ans dans la même situation, à te poser toujours les mêmes questions. Et au final, rien n'a bougé. Donc, j'ai envie de dire, même si tu te plantes, teste et tu verras bien en fait ce que tu peux en retirer, mais ce sera toujours du feedback et dans tous les cas ça te permettra d'avancer. Mais en fait si tu as différentes voies, tu vois, un peu comme en voiture, différentes voies devant toi, tu ne sauras jamais ce qui se passe dans 3 km si tu ne prends pas au moins la route, tu vois, et potentiellement il y aura des ravins et ça va être un peu chaud, il va pleuvoir et ce sera vraiment pas évident, mais au moins tu auras commencé un chemin et puis tu pourras revenir en arrière et reprendre un autre chemin et tester d'autres trucs. Mais sinon, tu resteras toujours sur l'aire d'autoroute et il ne se passe rien sur une aire d'autoroute. C'est juste chiant et tu rencontres personne. Ok. Passage à l'action. J'adore. Écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est très belle, des beaux conseils pour terminer notre entretien. Et du coup, est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Yes, alors myjobfr.fr et Hélène Tassas sur Instagram.
Si vous voulez qu'on papote en direct Instagram, ce sera très bien. Vous pouvez m'envoyer un petit vocal ou un petit message. Et sinon, le site internet est toujours dispo aussi. Donc, avec grand plaisir, en tout cas, pour échanger ensemble là-dessus. Et j'espère que ce sera quelque chose d'enrichissant, en tout cas, pour vous et que tous nos partages d'aujourd'hui seront bénéfiques. Ok. Écoute, Hélène, merci beaucoup. C'était vraiment hyper inspirant de voir ton parcours et merci pour l'honnêteté et vraiment d'avoir partagé même les moments durs et les moments émotionnels. Donc, merci. Merci à toi. Merci à toi, Fanny.